aux islamistes du fils. Et puis, on s'aperçoit, à l'occasion de la guerre d'Irak, que les islamistes du fils, non seulement étaient l'agent, mais ils voulaient aussi être la tête. Ils se sont amenés au palais du président de la République en tenue militaire. Un défi à l'armée, intolérable. Et puis surtout, c'était montrer leur face. Donc à partir de là, c'est fini. Et comme on avait éliminé le FLN qui avait le quadrillage de toute la population, l'armée n'avait plus de renseignements. Ce qui fait que s'il y avait un attentat en temps normal, elle aurait su exactement qui, parce que le FLN pouvait vous dire à la minute ce que pensait chacun des Algériens d'Algérie. Le quadrillage était quelque chose de phénoménal. Ils étaient passés en partie au plus. Donc, la répression est complètement disproportionnelle avec ce qui se passe. Donc, de plus en plus de jeunes, ils ont le choix. Ils ont le choix. Ou bien rentrer dans l'armée, tuer leur frère, ou bien aller au maquis, se faire tuer ou tuer les militaires. C'est tout. À un moment donné, j'étais à Blida, chez un ami, qui était voisin d'un immeuble dans lequel il y avait un jeune qui avait été soupçonné de terrorisme. La gendarmerie algérienne, le DOC, est venu un matin, a fait descendre tous les jeunes de l'immeuble, les a fusillés sur place, a interdit à la population de ramasser les cadavres pendant 2 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune de Blida qui voit ça décide? Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il soit d'un côté ou de l'autre, parce que même s'il n'est pas, il est pris. Donc j'avais un peu dit ça, donc j'avais dit le problème est un problème non pas de religion, c'est pas une guerre de religion, c'est pas une guerre entre, c'est une guerre entre ceux qui veulent remplacer le fils, et ceux qui le FLN, et ceux qui voudraient une structure un peu comme le FLN. Mais comme il n'y a plus le FLN, ça va être terrible. Alors j'ai fait ce texte et je l'ai donné à un certain nombre d'amis, dont un grand historien algérien, un militant algérien, plusieurs Algériens. Bon, les Tunisiens n'en parlent pas, ils sont même pas dit ça parle d'Algérie, ça les intéresse. Les Algériens sont restés muets. Vous savez ce que ça veut dire, muet? Le gars, c'est pas qu'il vous dit qu'est-ce que c'est que ces conneries. Il peut dire, tu comprends rien à la situation que vous avez là. Lui est complètement nu. Alors j'ai revu l'historien, c'était quand même un genre d'été, je me souviens du très bien. Je lui ai dit, est-ce que je t'avais donné mon texte sur l'Algérie? Il m'a dit oui. Et il est parti. Voilà. C'est-à-dire que une opposition, moi je considère que les positions que j'ai eues, c'est la continuation de ce qu'on est, de l'élaboration qu'on faisait à perspective. Mais ces positions, en l'an 2000, je donne un petit texte de règle sur la situation tunisienne à un militant qui le jette après avoir jeté un coup d'œil sur le titre en me disant encore de l'idéologie. Voilà. Les Tunisiens ont décidé que la politique était une chose qui ne devait pas avoir de rapport avec les idées. C'est tout. Malheureusement, je suis le gestionnaire du temps de Pierre Ancet. Oui. Et donc, il avait donc un engagement qui nous oblige à quitter très rapidement la séance, mais bien sûr, elle continue avec Gilbert Lacache. Et donc, je voulais simplement dire, avant peut-être de laisser à
Pierre lui-même le mot de Saint-Fin, en parlant de cette primauté de l'individu, il nous donne beaucoup à réfléchir. Et avec notre ami Mohamed Lamine, sans doute qu'un de nos réflexes est de dire, au fond, si on devait reprendre les arguments de l'époque et répondre à Gilbert, le Gilbert Nakache d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dirait avec notre bagage dogmatique? Eh bien, on lui dirait, cher Gilbert, ce que tu proposes n'est pas possible, parce que nous avons affaire à un État. Nous avons affaire à un État oppresseur. Et pour combattre un État oppresseur, il faut une force unique. Et cette force unique ne peut être réalisée que par un parti unique. Un parti unique qui est fondé sur quoi? Sur une certaine vérité. Et nous serions partis dans la logique dogmatique qui était la nôtre à l'époque, et on pourrait comme ça se retrouver dans les conditions d'il y a 30 ans. Ce n'est bien sûr pas ce que je vais faire avec vous maintenant, mais ça m'est venu à l'esprit en me disant, au fond, un débat idéologique pourrait avoir lieu sur ce mode-là. Complètement absurde. C'est même une réalité. J'ai entendu ces arguments dans une séance publique de la part d'un grand dirigeant d'un parti politique d'extrême gauche. Donc, j'ai été traité d'anarchiste qui ne connaissait rien à la situation tunisienne parce que il fallait un parti qui dirige la révolution, qui fasse prendre conscience aux gens qu'il faut qu'ils passent du spontanéisme de la révolte, car il ne disait pas révolution, à une révolution structurée, donc ça existe toujours. Et donc, ce n'est pas le chemin que nous prenons en écoutant Gilbert Nakache. Lui, il nous appelle à une réflexion libre, c'est-à-dire qu'il parle d'une disposition d'esprit où toutes les portes sont ouvertes, et ça, évidemment, moi, il me donne une leçon, là, parce que je ne suis pas toujours capable de faire ça. Très vite, je retombe dans des schémas. Et en même temps, il y a une fidélité chez lui à la période antérieure, qui n'est pas la fidélité du dogmatisme, mais qui est la fidélité de la phrase « on a raison de se révolter », et qui est la phrase « on a raison d'écouter les masses et de prendre le son d'elles ». Là, il est fidèle à son passé. Et moi, je trouve extraordinaire dans le Gilbert Nakache d'aujourd'hui, à l'âge qu'il a, et avec les difficultés qu'il a, d'aller rencontrer les jeunes et de prendre cette cause pour les blessés et les martyrs de la Révolution. C'est lui qui le fait, il est un des rares à le faire. Tous les politiques esquivent la question et disent on verra ça plus tard, on va créer une commission, on verra, on va faire ça bien à l'aise. Lui, il est celui qui en permanence est l'éperon qui rentre dans le flanc du cheval et qui dit non, on ne va pas le faire dans 10 ans, on va le faire tout de suite. Les gens sont là, les témoignages sont là, on peut les écouter, on peut en prendre bonne note, on peut tirer des leçons de ce que ces jeunes de Kasserine, de Tala et d'autres villes ont à nous dire, et c'est ça son discours d'aujourd'hui, qu'il répète inlassablement. Et je pense qu'en disant cela, et en choisissant cet angle d'attaque par rapport à la réalité tunisienne, il est incroyablement fidèle à lui-même et au passé dont on parle ici, qui est celui de la question sociale. À travers les blessés de la Révolution, il parle des régions lointaines de Tunis, il parle des gens qui ont souffert pendant les années anciennes et qui sont là dans la précarité dont il a parlé. Et là, c'est une leçon à la fois d'ouverture d'esprit, en se disant, bon, on reprend à zéro et on réfléchit, et en même temps d'être fidèle à l'action sociale. Je dois maintenant couper la parole à Gilbert et donner la parole à Pierre, parce qu'il a peut-être envie, une dernière fois, de dire un mot, et après nous allons filer à l'anglaise et on va vous laisser avec Gilbert. Alors moi, dans le dernier rapport de M. Nakache, j'ai entendu effectivement plusieurs éléments. Vous avez indiqué évidemment le fait que vous
vous êtes devenu un individu à travers toutes les épreuves et tout le chemin que vous avez fait, et qu'effectivement, un changement social désirable et faisable ne peut se faire qu'avec des gens qui construisent leur individualité. Pourquoi construire leur individualité? Et monsieur Lamy, je réponds à vous. À ce niveau-là, quand vous avez demandé à monsieur Nakache comment avez-vous lutté par rapport au maoïsme, je pense qu'il y a quand même une réponse partielle qui est dans le fait qu'à des moments donnés, nous sommes littéralement ensorcelés. Des moments d'histoire, des personnes, des circonstances peuvent jeter des sorts sur nous et en quelque sorte nous sidérer, nous mettre dans la sidération, faire qu'à des moments donnés, nous sommes emportés par des vagues et nous sommes dans un moment où nous ne comprenons pas. Pour comprendre, il va falloir prendre distance. Alors effectivement, si je me permets très rapidement, avant de saluer, de parler de cette dimension qui a donné le léninisme et la révolution chinoise autoritaire, son nœud vient dans le traumatisme absolu de la gauche européenne devant la catastrophe de la Commune de Paris. La Commune de Paris était un moment qui a laissé, quand elle s'est développée, un énorme espoir à toutes les masses laborieuses, à tous les révoltés. Elle s'est terminée dans le sang, 30 000 fusillés en 3-4 jours. Et 19 ans après, un des chefs du Parti ouvrier français s'est assis à la table des ministres à côté du général Gallifet, qui est celui qui a ordonné les 30 000 fusillés. C'est Alexandre Mirand. Donc en 19 ans, on a vu effectivement ce qu'on peut appeler la prise de contrôle des mouvements des offensives musées français par une espèce de bourgeoisie qui prétendait savoir. C'est quelque chose qui devrait nous rendre pessimistes, mais je terminerai en indiquant la grande différence que le philosophe Deleuze fait entre le chronos et l'aion. Autrement dit, entre l'histoire qui est un déroulement dans lequel il y a des époques successives qui peuvent, le marxisme a suggéré, se nier les unes les autres, entrer en contradiction les unes avec les autres. Mais les moments d'aion, ce sont les moments d'éternité, dans lesquels à des moments donnés, les gens se lèvent, refusent de s'agenouiller, montent sur des barricades, reçoivent des balles. Et M. Nakache a dit quelque chose qui est très, très spinozien. À un moment donné dans ma vie, la moitié de mon corps n'a pas voulu partir. C'est un moment d'aion, c'est un moment où les événements viennent s'inscrire dans notre corps, les scarifies, les cicatrices, les tatous. Et ça, c'est quelque chose qui reste, les ivresses d'un moment vont rester comme des moments de lave qui n'attendent qu'une nouvelle occasion pour entrer de nouveau en trempe. Donc, en opposant scolairement ici le matérialisme historique et dialectique tel que le camarade Joseph Staline, qui était par ailleurs un homme extraordinairement cultivé, voulait le montrer, des séquences prévues par la science de l'histoire, il y a des moments qui sont des moments d'intolérables, qui sont des moments de révolte et qui viennent s'inscrire dans notre corps. Et là, nous restons des Spinoziens parce que Spinoza a dit « Nul ne sait ce que peut le corps ». Je fais l'expérience que je vis dans l'éternité. C'est dans le 5e livre de l'éthique de Spinoza. À un moment donné, on passe dans l'éternité. On passe dans des moments de libération fulgurante qui vont s'inscrire dans notre corps. Parce que notre mémoire codiale, c'est d'abord notre corps. Alors il ne faut pas être trop pessimiste. Il y a des jeunes qui sont montés sur les barricades, ils ont pris l'ivresse, mais ça reste à l'intérieur d'eux comme un volcan qui un jour peut-être va se remettre à tonner. Voilà ce que je dis.